Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui à nouveau on va tester un mini PC, cette fois-ci de la marque Nipogi. A la base j'avais prévu de faire un trio de tests. Il y avait ce fameux PC dans lequel on pouvait mettre des gros disques durs en RAID, celui-ci et un modèle de chez Minis Forum qui fonctionnait sous Core i5. Mais Minis Forum, après m'avoir fait perdre 15 jours à me demander mon adresse, mon numéro de téléphone, me dire que l'expédition était imminente et tout ça, ben ils ont tout annulé, voilà. Je déteste ça quand un constructeur fait ça. C'est pas sérieux et ça dénote pas d'une envie de tester leur matos. Je pense que je vais leur dire de plus me contacter eux, parce que ça fait quand même déjà 2 fois qu'ils me font le coup de me faire miroiter un modèle, et puis au bout de 15 jours, après m'avoir demandé toutes mes infos perso, de me dire que finalement ils vont pas le faire. Bon, donc c'est pas grave, aujourd'hui, Nipogi, eux, ils ont tenu parole, ils m'ont envoyé leur modèle très rapidement. Nipogi, je pense, veut me faire tester ce modèle, parce que vous savez, récemment, il y a eu une petite polémique sur certains mini-PC chinois qui avaient des malwares. D'ailleurs, parmi les marques concernées, il y avait aussi celle que j'avais testée la dernière fois. Le précédent PC, je l'avais vérifié contre les virus avec 2 antivirus différents, il n'y avait pas eu de problème. Celui-ci, j'ai déjà fait la vérif avant même de commencer la vidéo et il n'y a pas de problème non plus. Je pense que ces constructeurs sont en quête de rédemption. Alors, est-ce que ce modèle peut nous convaincre? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce mini PC de chez Nipogi. Donc sa grande particularité, c'est d'être sous un Ryzen 5. C'est la première fois que je teste un mini PC sous une puce AMD d'ailleurs. Jusqu'à présent, c'était du Intel à chaque fois. AMD, c'est le rapport qualité-prix en fait, ou plutôt devrais-je dire performance-prix. Ils sont souvent un petit chouïa en deçà de Intel, mais ils sont un bon deçà en dessous, moins cher aussi. Donc c'est souvent une marque qui est intéressante pour en avoir le plus possible pour son argent. Et Nipogi a fait le choix de cette puce, même s'il propose aussi des machines sous Intel. D'ailleurs, quand on regarde à l'arrière de la boîte, on voit qu'ils ont tout un tas de modèles différents dans la même boîte, tous estampillés ici derrière, et certains avec du Intel et d'autres avec du AMD. Donc moi, j'ai le modèle Ryzen 5 avec 16 Go de RAM, mais ça peut aller jusqu'à 32. Et le SSD fait 512 Go sur mon modèle, mais ça peut aller jusqu'à 4 Tera. Voilà, et la prise de courant est une prise européenne. Voilà. Et bien écoutez, on va regarder ça de plus près. Donc je pense qu'au-delà du sleeve avec l'étiquette marquée comme ça, toutes les boîtes sont strictement identiques chez eux. C'est pour ça que là, on est sur quelque chose de tout blanc. Hop. Donc là-dedans, on a une petite notice d'utilisation très basique qui est disponible aussi en français. Ça va surtout vous expliquer comment, par exemple, vous pouvez fixer, voyez, le mini PC à l'arrière d'un écran en mode VESA pour faire d'un écran banal un PC tout en un. C'est pas idiot. D'ailleurs, tout est fourni dans la boîte pour ça, vous allez voir. Donc on a le mini PC en lui-même qui est extractible grâce à une languette. C'est bien vu. On va y revenir dans un instant. Et sous cette mousse, hop, il y a une cale en carton qui contient divers éléments, à savoir une poche de plastique qui ne sert à rien, mais ça évite que tout se balade à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. De la visserie, donc pour le support VESA. Une plaque de métal pour le support VESA. En fait, cette partie-là se fixe au mini PC et cette partie-là à votre écran. Et vous voyez qu'après, vous pouvez facilement détacher le mini PC vu que ce sont des encoches. On a un câble HDMI, voilà, qui était dans un sachet comme ça. Une prise d'Alim type Molex ronde. Je ne sais pas exactement le nom de cette prise-là. Quelqu'un ne manquera pas de me le dire dans les commentaires en disant « T'as vu, j'en sais des choses ». Et ici, donc, l'Alim qui est une 19 volts, 3.42 ampères, soit 64,68 watts, non, 98 watts, 65 watts, on va arrondir. Une Alim qui fait penser un petit peu à celle qu'on a sur des laptops, évidemment, puisque ce genre de truc consomme quand même un certain courant, évidemment. Voilà, écoutez, maintenant, on va regarder le mini PC de plus près. Le mini PC fait une taille quand même très contenue, vous voyez, mais il est quand même un tout petit chouïa plus grand que ceux que j'avais testés précédemment. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, quitte à ce que, par exemple, ça ventile moins. Et vous allez voir que c'est le cas, en fait, de celui-ci. Une des choses qui m'a agréablement surpris, c'est que ça chauffe relativement peu. La ventilation est très efficace. Alors, est-ce que c'est AMD qui est meilleur qu'Intel à ce niveau-là? Possible, mais je pense surtout que de faire un PC un tout petit peu plus grand, ça permet d'avoir un tout petit peu plus d'air dedans et donc à
petit peu moins de ventilation à fournir. Voilà. Donc on a ici un logo, il y a plein d'étiquettes avec des QR codes et des machins, des trucs de coller dessus. Bon ça moi personnellement j'aime pas trop, je vais les enlever vraisemblablement. Mais à l'avant on a 2 prises USB full size et une prise USB-C. Ça c'est cool parce qu'en général ils t'en mettent une de chaque et quand tu as plusieurs clés USB tu peux être un peu gêné. Là c'est pas le cas. Une prise jack pour brancher un casque gamer, mais attention, c'est une seule prise, donc il vous faudra un adaptateur si vous avez un casque à 2 prises. En général, avec vos casques, il est fourni cet adaptateur-là. Le bouton, évidemment, d'Alim. Ici, on a un voyant. Je pensais que c'était au début cette petite orifice à quelque chose pour une télécommande infrarouge, mais en fait, non. C'est simplement un bouton de reset. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu de bouton de reset sur une tour comme ça, une mini-tour. À l'arrière, donc, outre la ventilation et l'anti-vol Kingston, on a 2 nouveaux USB, cette fois-ci qui ont l'air d'être de simples USB 2, 2 HDMI. On peut donc brancher 2 écrans à l'arrière de ce truc-là, chacun étant capable de supporter du 4K. Bon, évidemment, après, je vous le déconseille vu que vous n'avez pas de carte graphique dans un machin comme ça, donc si vous voulez balancer trop de choses en 4K, ça risque d'avoir un peu de mal à suivre. Un LAN 2.5G et un adaptateur donc 19 volts pour la prise de courant que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, outre évidemment tout ça, ce qui est intéressant à regarder dans ces machines, c'est les entrailles. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Bien voilà, donc mon protocole de test va être très simple, hein. Le mini PC est ici, là j'ai mon écran 1080p tactile de chez Wimaxit qui est pratique parce que ça m'évite d'avoir à utiliser un clavier et une souris. J'ai quand même branché aussi une manette de jeu, ma bonne vieille Chill Trim de chez Logitech, là qui me permet de ne pas avoir besoin de gérer les batteries ou des choses comme ça ou du Bluetooth. Donc on va commencer par regarder le temps de boot. Et pendant que le PC démarre, ce qui devrait vraiment être très rapide, hein, vu qu'on est sur un SSD de 512 Go. Donc je vais vous montrer un petit peu les entrailles de la bête. Vous voyez, temps de boot super rapide, hein, même pas 10 secondes. C'est du très bon Ryzen. Alors, concernant donc cette histoire d'entrailles de la machine, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, la bonne surprise, outre le fait qu'on a un emplacement pour disque dur, que d'ailleurs j'ai peuplé, hein, comme vous pouvez le voir hein, sur la photo, j'ai mis un disque dur parce qu'il y a mon CoinOps dessus pour faire les tests rétro gaming. On a aussi un deuxième emplacement de SSD à l'intérieur. C'est cool d'avoir quand même beaucoup de possibilités d'extension. Les barrettes de RAM aussi sont facilement accessibles. Par contre, attention, hein, le deuxième emplacement SSD, c'est un emplacement, alors c'est du M2, mais sur un bus SATA. Donc moins rapide que du NVMe, mais c'est quand même plus rapide qu'un disque dur, et donc c'est bien d'avoir un deuxième emplacement. Mais attention, si vous vouliez faire un RAID, par exemple, de SSD, bah, vous allez forcément être bridé par le plus lent des deux, donc celui qui sera sur le bus SATA. Voilà, c'est juste la petite nuance qu'il faut bien avoir compris. Voilà, bon, la première chose qu'on va tester, ça va être le Wi-Fi, pour voir si tout fonctionne bien en termes de connexion Internet. Et puis ensuite, bah, on lancera du rétro gaming. Souvent, les gens me demandent pourquoi je fais ça. Bah, c'est ce qui, je trouve, permet de mieux restituer avec justice la réelle puissance de la machine. On verra jusqu'à quelle console on peut aller avant que ça devienne trop peu fluide pour que ce soit jouable. Allez, c'est parti, on regarde d'abord le Wi-Fi. Voilà, donc les valeurs du Wi-Fi parlent d'elles-mêmes, hein. On a 840 mégabits par seconde en descendant, presque 1 giga, hein, c'est énorme, et 650 en ascendant. Donc on est sur du Wi-Fi 6 avec un ping à 6 millisecondes. Même en sans fil, ça fera une machine de rétro gaming solide. Et si vous voulez streamer avec, eh ben, le Wi-Fi sera largement capable de suivre la cadence de votre logiciel de stream. Donc ça, c'est vraiment une première bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder la puissance brute au travers d'un benchmark. Mais ensuite, on fera du rétro gaming parce que pour moi, il n'y a que ça de vrai. Les benchmarks, j'ai tendance à me méfier un petit peu. Bon, clairement, on est sur une machine qui est beaucoup plus taillée pour le jeu modeste que la précédente que j'avais testée. Hein. Souvenez-vous, la précédente que j'avais testée, elle avait, je crois, quelque chose comme 2000 en multicore. Et là, on a quasiment atteint ce chiffre en single core, avec un score en multicore de presque 7000. Forcément, on est un très net cran au-dessus. C'est normal, hein, c'est du Ryzen 5.
c'est quand même taillé pour du un peu plus lourd. Bon, on verra ce que ça donne en termes de rétro gaming, évidemment. Mais d'abord, un petit mot sur le Windows qui est préinstallé dans cette machine. Vous avez remarqué qu'on est sur un Windows 11, ça n'aura pas échappé aux plus observateurs d'entre vous. Ce Windows 11, je l'ai passé à l'antivirus avec 2 antivirus différents, parce que comme il y a eu des polémiques récemment sur les mini-PC, j'ai fait ça. Il n'y a aucun problème de virus sur cette machine. Par contre, vous voyez le Chrome ici, c'est pas moi qui l'ai installé, il était préinstallé. C'est-à-dire qu'on a une image Windows dans laquelle se trouve préinstallé Chrome. Et c'est pas genre, ils ont installé Windows et ensuite ils ont installé Chrome manuellement. Non, 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 non. C'est bien l'image Windows qui intègre Chrome. Parce que quand vous démarrez le PC pour la première fois, il va vous demander de vous identifier. Est-ce que vous êtes d'accord pour utiliser les cookies de Microsoft et les machins, les trucs. Enfin, tout ce qu'on a quand on démarre un Windows pour la première fois. Mais il y a quand même Chrome de préinstaller. Du coup, j'ai été zioter un petit peu Chrome. Et là, il y a eu un petit truc auquel je m'attendais. Ils ont mis leur moteur de recherche à eux, un truc chinois, pas très connu, et qui, à mon avis, récupère certainement vos données de surf pour peut-être, je ne sais pas, vous envoyer des pubs personnalisées ou des choses comme ça. Donc, lancez Chrome, allez dans les paramètres, remettez-le à 0, et vous aurez un PC 100% clean. Dans Chrome, il y a une option, réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut, vous faites ça, et vous retrouvez un Chrome tout propre. J'ai fait ça, et ensuite, il n'y avait plus aucun problème. Allez, c'est parti donc pour le test rétro gaming. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus significatif à tester sur ce genre de machine pour vraiment en jauger la puissance. Je vous filme l'écran et pas un système de carte d'acquisition parce que comme ça, vous êtes bien sûr que c'est bien lui qui est en train de faire tourner ça. C'est pour ça que moi j'aime bien faire comme ça. Hein. Ça et aussi parce que c'est plus simple pour moi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Bon, est-ce que c'est vraiment la peine de tester de la Super Nintendo ? Ouais, on va peut-être se faire un petit Mario Kart, histoire de dire qu'on a testé... Je suis toujours dans l'été, là, voilà. Super Mario Kart. Ce qui est un peu problématique avec Super Nintendo, c'est que tous les jeux s'appellent Super quelque chose. Donc du coup, il y a énormément de jeux dans la même rubrique. Ça y est, je l'ai trouvé. Hop. Mario Kart, c'est un bon jeu pour jauger de la puissance. C'est un jeu qui tournait pas, par exemple, sur les premiers émulateurs de Super Nintendo qui étaient sortis sur PC et sur Palm, je me souviens. Donc du coup, je trouve que c'est un bon moyen de tester sur une machine comme ça. Même si je me doute bien que ça va marcher au poil. Hein. On va vraiment aller très vite, juste faire quelques secondes sur un circuit. Mais bon, on voit bien hein, que c'est du 60 fps constant. Voilà, donc évidemment, le rétro gaming, 16 et même 32 bits, ça ne posera aucun problème sur une machine comme ça. Le Ryzen 5, là, il est en train de se moquer de moi, littéralement. Hein. Voilà. Bon, je vais me rapprocher un petit peu plus pour les prochains jeux pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, d'autant plus que là, avec la luminosité ambiante, c'est pas évident. Je vais peut-être essayer d'éteindre quelques spots, voir si ça va mieux. Mais voilà, en tout cas, la 16 bits, ça marche nickel. Allez, on va tout de suite enquiller avec de la Nintendo 64, parce que ça, c'est vraiment la machine à problème. Donc, ça va être un bon moyen de savoir si, justement, des problèmes, on n'en a pas. Tiens, j'ai même lancé un jeu qui est souvent problématique, Super Mario Star Road. Hop, ça va le lancer dans un émulateur un peu spécifique. Voilà. Ça marche. Quelques petits sauts de son, mais ça, c'est sûrement plus l'émulateur que la bécane. Oh, regardez-moi ça, c'est beau. Il n'y a même pas de glitch graphique. Ah si, quand même quelques-uns. Mais ça reste très léger. Et regardez-moi ça, cette fluidité. J'ai 60 fps constants sur de la N64 aussi. C'est magnifique. Ce jeu, c'est Super Mario Star Road. Hein. C'est un ROM hack de Super Mario 64 qui est vraiment spectaculaire et je vous conseille de faire. Hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, aucun problème. Hein. C'est beau, c'est fluide. La N64,
C'est validé. Allez, on va directement enquiller avec de la PS2. Là encore, une machine qui est souvent problématique. J'ai pris le premier jeu de la liste, c'était Wipeout Fusion, je crois. On va voir comment ça tourne. Ça a l'air fluide en tout cas. J'ai l'impression que le jeu est croppé, mais ça c'est sûrement l'émulateur qui fait ça. Regardez-moi ça, c'est full speed. De la PS2, hein. C'est pas de la PS1 là, c'est de la PS2. Hein. Alors j'ai peut-être pas mis le jeu le plus compliqué à émuler non plus. Hein, je prends les jeux que j'ai dans la liste que j'ai. Hein. Mais en tout cas, voilà, on peut jouer à la PS2 confortable sur cette chose-là. Et vous allez voir qu'on peut aller encore plus haut. Certains diront que je régresse en passant de la PS2 à la Saturn, mais la Saturn est une machine quand même assez complexe à émuler. La PS2 aussi, à vrai dire. Hein. On ne pense jamais à tester notre bonne vieille Saturn, alors je me suis dit, allez, on va la mettre à l'honneur pour une fois. Hein. On va se faire un petit Virtua Fighter 2, qui était clairement meilleur que Tekken, hein, on va pas se mentir. Hein. Allez, on va prendre la Chun-Li de service. Ah, merde, je me suis gouré de boutons. Oh, ce petit sourire. C'est genre, toi, tu vas finir en rouleau de printemps. Oh, putain, mais hé hey, même pas encore compris quelles sont les touches, et l'autre, il est déjà en train de me latter la gueule. Ok, ça, c'est... Ah, c'est vraiment excellent. La façon dont on enchaîne les coups dans ce jeu-là, je trouve ça génial. C'est un jeu qui passait en haute définition, enfin pour l'époque hein, évidemment, hein, Virtua Fighter 2, donc c'est toujours intéressant de le tester. Et il est bien fluide. Merde, j'ai voulu faire un coup de pied sauté. Ah, il y a eu un petit à-coup là. Après, ces à-coups viennent peut-être aussi du fait que je joue sur un disque dur, hein, donc il y a des petits temps de chargement qu'il n'y aurait pas sur un SSD. Hein. Mais la Saturn, c'est validé aussi. Bon, je vais zapper la Dreamcast, qui est une console qui s'émule bien maintenant et qui passe en général même sur des machines pas puissantes. Allez, on va taper vraiment dans le sérieux directement et attaquer la GameCube. Allons-y pour le grand classique Mario Sunshine. J'espère que je ne vais pas me taper les cinématiques. Je pense à ça maintenant. Là. On verra bien. En tout cas, le jeu se lance. Déjà, hein, sur l'écran titre, c'est fluide, c'est plutôt pas mal. Ce qui est chiant, c'est que comme là, je repars de zéro, je vais me retaper les cinématiques. Bon, en général, elle n'est pas trop longue, la cinématique. Et puis, mine de rien, les cinématiques, c'est significatif aussi de la capacité des machines à avoir un débit constant. Vous voyez, là, on a eu un petit accro. Alors, je le répète, hein, ça peut aussi être lié au fait que je suis sur un disque dur et pas sur un SSD. Hein. Oh mon Dieu! Une tache d'encre! C'est terrible! Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de sous-titres. C'est parce que je joue sur la version US? En termes de cinématique, il n'y a pas de problème, c'est fluide. Le son, il sort bien clair aussi. Pas trop de sautes. Je trouve même que c'est plus lisse que ça l'était à l'époque où je jouais sur un écran cathodique. Je me demande si les émulateurs font pas un lissage des cinématiques. On voit pas les artefacts de compression qu'on voyait à l'époque. Là, je commence à sentir quelques petits à-coups dans le son et je me dis qu'on commence peut-être à arriver dans les limites de ce Ryzen 5. Mais non, regardez, c'est fluide aussi. Hein. Je pense pas qu'on soit néanmoins à 60 FPS constant. Hein. Vous voyez, si je tourne la caméra, il y a quelques petits à-coups, mais c'est vraiment léger. Hein. C'est propre. Je pense qu'on peut dire que
La GameCube est validée aussi. Bon, je vais pas les prendre la pompe parce qu'on va se retaper toute une cinématique. Les effets d'eau, ça crée quelques petites sautes. Donc, on sent bien quand même que on n'est pas sur un PC gamer à 1000 €. Mais pour un truc à 300 balles, la GameCube, elle tourne bien. Hein. C'est vrai que la GameCube a fait des progrès en émulation aussi. Hein. Maintenant, on arrive à la faire tourner sur un Raspberry Pi 5 qui coûte quand même moins cher qu'une machine comme ça. 2 à 3 fois moins cher selon ce que vous allez mettre comme boîtier, Alim et compagnie. Mais voilà, pour un truc à 300 balles, je trouve qu'on est plutôt pas mal du tout. Bon allez, dans le prolongement de la GameCube, on va faire la Wii évidemment. Hein. Alors, la manette est affreusement mal configurée, hein, donc je vais faire de mon mieux. Le principal, c'est juste surtout de vous montrer si c'est fluide ou pas. Ça l'est, hein. Là, il n'y a aucun problème. La musique, elle est un peu rappeuse quand même. Hein. On sent qu'on est vraiment arrivé dans les retranchements là. Mais ça marche. Vous pouvez vous faire un jeu comme Mario Galaxy sur ce petit machin à 300 balles sans problème. C'est quand même plutôt pas mal. Bon allez, je pense qu'on va finir cette suite de tests d'émulation avec la console certainement la plus puissante qu'on pourra faire tourner sur ce truc-là, la Wii U. Et sur Wii U, bah, y a Zelda Breath of the Wild, hein, mine de rien. Alors attention, hein, jouez avec vos originaux. Hein. Moi, j'ai l'original de ce jeu-là, je l'ai même fini à 100%, c'est un super jeu. Bah écoutez, on va mettre continuer, comme ça... On va reprendre, oh non pas dans un sanctuaire, on va essayer de, tiens, village de Cocorico. Hop, on va essayer de se mettre en plein milieu d'une plaine, ce sera plus éloquent pour voir les performances. Mais là, je pense que, vu que sur Wii, on commençait à être limite, il va falloir faire des compromis. Donc j'ai essayé de mettre vraiment l'émulateur dans sa configuration la plus basique possible. Tout en conservant néanmoins une image en 1080p. Donc on va voir ce que ça donne. Mais évidemment, je m'attends à ce que là, on ait quelques petits soucis. J'espère néanmoins que ce sera jouable. Jouable au point que on puisse faire les actions qu'on veut, même si on n'a pas la fluidité la plus parfaite possible de toute façon. Hein. Je le répète, hein, jouez à vos jeux en réel. Hein. Donc, ouais, bah, c'est comme je m'y attendais. Je m'attendais un peu à ce genre de performance. C'est-à-dire que là, on doit être à 20-25 frames secondes. Et c'est parfaitement jouable. Hein. Je peux me déplacer dans le jeu comme je veux. Il n'y a qu'un problème, oui, c'est bien moi qui joue. Hein. Ah non, mais me parlez pas à ce moment-là, bande de casse-couilles. Ah oui, c'est le tout début du jeu. Oh mon Dieu, mais c'est Link! Bon, ça fait 100 ans qu'il est mort, mais c'est pas grave. Ça nous surprend pas plus que ça de le voir. Donc, vous voyez, c'est bien moi qui joue. Hein. Il n'y a pas de douille. Hop, voilà. Je fais tourner la caméra, hop. Et, bah, ma foi, vous voyez, hein, même si c'est pas de la meilleure fluidité, on peut jouer sans aucun problème à ce jeu. Hein. J'en suis convaincu. Ce sera un peu fatigant, à cause du framerate un peu bas. Mais, bah, écoutez, on va essayer d'aller à un endroit où il y a beaucoup plus de choses à afficher. Encore que le village Cocorico, c'est un des endroits où il y a beaucoup de choses à afficher. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, sur la console originale, ce jeu, il avait des passages où ça ramait un petit peu. Hein. Allez, on va essayer de sauter sur la grande plaine d'Hyrule et de voir comment le jeu s'en sort. Ouais, bah franchement. Hein. Voilà. J'ai heurté un mur invisible, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un poisson volant qui m'est rentré dans la tronche. Ah, ce jeu. Quand on le découvre pour la première fois, c'est un truc de fou. Bon, ben voilà, regardez-moi ça. Eh ? La Wii U, c'est parfaitement jouable. Je vais arrêter parce que moi, ce jeu, je suis capable d'y jouer pendant des heures, sinon. Comme il n'est pas là, le Korogu. Ah, je l'ai déjà trouvé. Ah. J'ai déjà tant joué que ça à ce jeu, sur cette petite bécane. Bah, c'est vous dire que ça marche bien. Hein. Bon bah voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et déjà, un premier truc que je remarque, c'est que
bien que ce truc-là est en train de faire quand même tourner un jeu assez demandeur, la ventilation, je sens de l'air chaud qui sort, elle est silencieuse. Et ça, c'est vraiment plaisant, parce que j'ai une machine sous Core, je crois que c'est un Core i7, qui est encore plus puissante, hein, Breath of the Wild tourne encore un petit peu mieux que là-dessus, pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux. Mais alors par contre, il ventile, on l'entend vachement, que celui-ci, il est silencieux, c'est super agréable. Vous pouvez littéralement vous en servir dans un home cinéma pour vous en faire un petit serveur de fichiers vidéo et écouter vos séries préférées sans aucun problème, parce que franchement, on l'entend pas. Et ça, c'est vraiment un gros plus agréable. Sinon, bah, vous voyez, en termes de puissance, hein, la démonstration a été faite que ce truc, pour du rétro gaming, est vraiment au poil, puisque même jusqu'à la Wii U incluse, on a des jeux qui sont tous parfaitement jouables. Après, évidemment, si vous voulez que la Wii U ou toutes ces consoles 3D vraiment demandeuses, PS3 et compagnie, tournent vraiment bien fluide, sans accroc, faudra peut-être investir en plus de ce truc-là dans un eGPU. Ce sont ces petites cartes graphiques externes qui viennent rivaliser avec des petites RTX ou des grosses GTX. Peut-être qu'un jour je vous en testerai un boîtier comme ça, pour le moment j'en ai pas. Mais qui sait, ça peut être intéressant. Mais déjà, de soi, comme ça, juste avec l'APU inclus dedans, on peut faire plein de choses avec cette mini machine. Pour moins de 300 balles, je suis quand même très agréablement surpris. Et bien voilà, c'était le test de ce mini PC de chez Nippogi, le AM16, avec un Ryzen 5. Moi je suis bien content, je n'avais encore jamais testé de PC sous Ryzen 5. Pour un prix quand même contenu, hein, on est sous la barre des 300 €. On a quand même quelque chose avec des bonnes performances. Ça a toujours été ça, hein, le gros point fort d'AMD. Hein. C'est pas tellement que ce sont eux les plus performants, c'est que ce sont eux qui sont le plus performants pour la quantité d'argent qu'il faut mettre sur la table. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!